En cette période si particulière, il est précieux d'être encouragé, jeunes comme adultes, afin de créer des ponts d'entente, de relations harmonieuses et fécondes pour se comprendre mutuellement. Mais comment s'y prendre ? Cessez d'être gentil, soyez vrai, c'est l'injonction et le titre d'un best-seller écrit par un grand humaniste. C'est notre invité aujourd'hui sur ce plateau, le psychothérapeute Thomas d'Assembourg. Il nous invite à travailler sur soi, à partir en quête de notre vrai trésor, la qualité de la relation que nous tissons avec soi-même tout d'abord, et donc par extension avec les autres. Dans cette émission, il va nous aider à nouer une belle, bonne et profonde relation avec nos familles, nos amis, nos voisins. Au programme conseils, clés outils pour voir au-delà des surfaces et des apparences pour trouver une paix durable. C'est parti pour 52 minutes qui font vraiment du bien. Thomas d'Assembourg, bienvenue. On est ravis de vous recevoir, vous savez. Hein. Merci Karine de m'accueillir. Alors pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore ou qui seraient peut-être restés confinés dans une grotte ces 20 dernières années, vous êtes l'auteur de ce best-seller « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». L'occasion pour nous aujourd'hui d'en réviser les grandes lignes, mais aussi d'aborder, alors attention, un livre qui m'a... un bouleversant d'humanité qui nous invite à pacifier nos relations à l'autre et à confier le flambeau de la paix à cette jeunesse qui a tant besoin de nous et qui ne se sent pas assez écoutée. Son titre, « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Tout est dit, hein. Et toutes les clés, les outils sont dedans. Merci d'être avec nous. Hein. Eh bien, alors vous connaissez François Pomès ? Je le rencontre avec plaisir. À moins d'être resté dans une grotte. C'est vos dernières années aussi. Voilà, c'est notre journaliste scientifique. On passe tout de suite à l'invité qui fait du bien et c'est vous pendant 52 minutes. Alors Thomas d'Assembourg, on le disait il y a quelques instants, votre nouvel ouvrage finalement s'intéresse à cette jeunesse et cette génération de 2021. Je trouve qu'il tombe vraiment à point nommé finalement et au vu de la situation actuelle. Avant de vous écouter avec intérêt, François, alors aujourd'hui vous avez épluché finalement toutes les études pour savoir comment vont les jeunes aujourd'hui. Exactement, parce que je n'allais pas parler à la place des jeunes, même si je le suis encore. Et donc, le mieux pour décrypter avec subtilité ce que pensent, ce qu'ont au fond d'eux ces jeunes, il faut se plonger dans les études. Alors, c'est vrai que les sociologues parlent, et même les jeunes parlent d'eux-mêmes comme ça, génération sacrifiée depuis un an avec la crise sanitaire. Alors, il y a deux études que j'ai trouvées qui sont intéressantes. La première, elle a été réalisée par l'Institut ELAB pour le Cercle des économistes et elle date de fin 2020. Alors, cette étude s'est intéressée aux 18-24 ans. Ce ne sont pas tous les jeunes. Donc fin 2020, c'est nouveau monde. Nouveau monde, après les deux premiers confinements, toujours au cœur de la crise sanitaire, juste avant les couvre-feux, etc. Donc ces 18-24 ans, on les a interrogés. Alors les résultats sont très intéressants parce que 8 jeunes sur 10 du panel représentatif se déclarent assez forts, assez musclés pour changer le monde, pas pour l'affronter, pour le changer. Alors ça, c'est une donnée intéressante parce qu'ils déclarent ça tout en déclarant quand même qu'ils sont inquiets, las. La période n'est pas au fatalisme, mais ils sont inquiets, hélas, par cette situation. Mais ils veulent changer le nouveau monde. C'est intéressant, ça. Oui. Ils sont actifs. Ils sont très actifs, très proactifs. D'autres chiffres ? Une autre étude, un peu plus récente, celle du 19 janvier, qui a été réalisée par Odoxa Consulting pour France Info, Le Figaro et France Bleu. Alors cette étude, elle a laissé la parole aux 15-30 ans, sur un panel beaucoup plus large. Donc. Alors là, c'est très intéressant parce que un jeune sur deux déclare qu'il a vu son pouvoir d'achat baisser depuis le début de la crise, ça c'est normal. Et 80%, donc 8 jeunes sur 10, disent qu'ils n'arrivent pas à imaginer le bout du tunnel. Ils n'arrivent pas à imaginer le bout du tunnel de cette crise et c'est pour ça qu'il y en a un sur deux qui a transgressé les règles du confinement. Alors, cela dit, 80% ne voient pas le bout du tunnel, mais il y a des données plus optimistes, plus intéressantes dans cette étude et c'est pour ça que je voulais vous en parler. La première information, c'est que ces jeunes, oui, ils sont inquiets pour eux-mêmes à 84%, mais ils sont tout aussi inquiets pour les autres. Alors on dit souvent dans les médias, et notamment quand on met en place des mesures de protection sanitaire, ah bah oui, c'est à cause des jeunes,
qui sortent, etc. Donc il faut absolument faire des couvre-feux. Mais en fait, ces études montrent que ces jeunes sont inquiets pour eux, mais aussi pour les autres, pour les parents, pour les grands-parents, etc. Donc ils ont une véritable conscience de la problématique actuelle. C'est important de ressortir ces études. Hein. Bah, bien sûr, d'autant qu'elle est récente, celle-ci, 19 janvier. Et puis, dernier point, et ça je pense que vous allez rebondir dessus, un tiers de ces 15-30 ans, un tiers c'est beaucoup, hein, 30%, 33%, déclarent qu'ils ont consulté ou qu'ils envisagent de consulter un psychologue là pour faire face à la crise. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un signe que nous manquons de ressources pour faire face à l'imprévu, à l'insécurité, à la nouveauté, à la solitude, au désarroi. Nous avons besoin d'apprendre à être outillés pour faire face à ce genre de choses. Et ça devrait faire partie de notre éducation depuis la maternelle, d'apprendre à savoir gérer notre vie émotionnelle, notre vie relationnelle intime, l'intelligence relationnelle avec soi, mais également l'intelligence relationnelle avec les autres. Ces enjeux ne font absolument pas partie de nos éducations. Or, on voit combien c'est urgent de savoir qui on est, comment on se sent, ce que ça dit de nous, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous promeut, qu'est-ce qui nous met au service de la vie sociale. Mais nous avons également besoin d'apprendre qu'est-ce qui nous peine, qu'est-ce qui nous attriste, qu'est-ce qui nous rend seuls, qu'est-ce qui nous fout en rage et que nous avons besoin de comprendre avant de faire payer notre colère aux autres. Il y a vraiment un enjeu citoyen qui est encore très méconnu dans le fait de travailler sur soi, de se connaître et de se mettre au service. Vous faites une belle entrée, Thomas Lassembourg. Alors avant d'aborder justement ce nouvel ouvrage, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes, j'aimerais revenir sur votre best-seller. Cessez d'être gentil, soyez vrai, traduit en 17 langues. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Alors c'est une invitation aux lecteurs. Alors bien sûr, hein, vous le faites avec beaucoup d'élégance, d'acuité, de bienveillance, à laisser tomber ces masques forgés depuis, selon vous, la petite enfance, qui nous enfermeraient dans une non-connaissance de soi, de nos émotions, et qui nous empêcherait finalement de créer des relations humaines, fécondes et harmonieuses. Alors, aujourd'hui, il a 20 ans, ce best-seller. Est-ce que vous l'auriez écrit différemment aujourd'hui ? Je ne pense pas. Je pense qu'il reste complètement d'actualité. Ouais. Je reçois pratiquement tous les jours de nombreux courriers me remerciant de ce livre, des gens qui me disent des choses que je n'aurais pas imaginées, mais ce livre m'a sauvé la vie. J'étais parti pour être un gentil ou une gentille qui s'étouffe et qui fonctionne dans un petit fonctionnement très très médiocre. J'apprends à me connaître, à me respecter, à me mettre au monde. Et par ce biais, plus je me respecte, plus je réalise que je sais respecter l'autre. Plus je m'accepte, plus je sais comment accepter l'autre. Avant, je ne savais pas, donc je m'énervais avec les gens, j'avais du mal à les accepter. Et mes colères intestines se répétaient à l'extérieur. Et donc c'est vraiment un livre qui est au service du vivre ensemble. Et je crois qu'il est particulièrement d'actualité dans les enjeux que nous vivons aujourd'hui. Plus que jamais, peut-être. C'est ça. Alors, cessez d'être gentil, soyez vrai. Donc c'est le titre de ce best-seller. Finalement, c'est pas un peu antinomique? Est-ce que notre véritable nature n'est pas d'être gentil? Bien sûr, Karine, j'en suis absolument convaincu. Et ce n'est pas de l'angélisme de ma part. J'ai été d'abord avocat dans une première partie de vie, mais je me suis occupé de jeunes dits de la rue pendant 10 ans dans une association bénévolement, mais j'y ai consacré. J'étais pas encore engagé dans un couple, je n'avais pas d'enfants. Et donc, j'ai consacré tous mes week-ends et mes vacances à cette activité pour aider des jeunes à sortir des gangs de rue, de la délinquance, de la violence, de l'addiction, du deal, etc., de la prostitution. Et j'ai perçu le trésor qui a au cœur de chacun de nous. Je pense que notre profonde nature est généreuse et empathique. Et les neurosciences commencent à le confirmer aujourd'hui très clairement. Un enfant est empathique. Il pleure ou il crie s'il est souffrant ou blessé, qu'il est fatigué, ou qu'il a besoin de compagnie ou d'attention. Mais en soi, un enfant est joyeux, ouvert, a envie d'aller vers le monde. Eh bien, ça, c'est notre nature. Et il est temps que nous déprogrammions l'idée que nous sommes agressifs et que l'enfant est un pervers narcissique, comme l'a fait croire Freud. C'est pas du tout le cas. Magnifique. Alors, qu'entendez-vous par gentil? Cessez d'être gentil. C'est bien sûr le masque de gentillesse. Vous savez, ce masque qui nous fait dire tout va bien, alors que nous pensons rien ne va plus, mais j'ose pas le dire parce qu'on va pas m'aimer, on va peut-être me rejeter, j'aurai pas de copains. C'est le masque qui nous fait dire on reviendra avec plaisir chez vous, c'était charmant, alors qu'au fond on s'est ennuyé à mourir, on n'a plus du tout envie d'aller là. Eh bien, ce masque nous étouffe. Un masque, c'est rigolo le jour de carnaval ou un bal masqué, c'est très amusant de faire la fête, mais toute une vie derrière un masque, on en sait quelque chose aujourd'hui. C'est intéressant de faire le parallèle. Voilà, je vais rebondir là-dessus parce que je me suis fait la réflexion. Finalement, vous nous encouragez à faire tomber les masques. Et aujourd'hui, physiquement, on porte tous un masque. Est-ce que ça pourrait être une thérapie pour mieux comprendre les masques que l'on a à l'intérieur de soi? Ah, j'espère. Ouais, c'est peut-être alambiqué ce que je vous dis, mais... Ben non, mais c'est rigolo comme parallèle. Autant utiliser la circonstance pour s'en amuser et en tirer profit. Et si ça peut nous aider à se dire qu'effectivement, dans la vie habituelle, nous portons un masque de fausse gentillesse, qui est parfois même hypocrite, et que nous aurions un immense bénéfice pour notre bien-être, mais le bien-être aussi de la relation sociale, à dire ce que nous ressentons, à le dire à temps. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes trop gentil, que vous dites des oui gentils tout le temps, ça a été
mon cas, hein, j'étais hyper gentil, je disais des oui tout le temps pour acheter la paix, acheter la reconnaissance, recevoir de l'approbation, tu es toujours au service de l'amour, enfin un ersatz d'amour au fond. Eh bien, si vous dites des oui tout le temps alors que vous pensez non, tôt ou tard, vous allez faire la mécanique de la cocotte minute, ça va exploser et vous allez sortir un non cinglant qui va couper la tête de quelqu'un. Si vous dites tout va bien alors que vous êtes triste, si vous dites je suis tranquille alors que vous êtes en colère, vous rentrez toutes ces émotions dans votre cocotte minute, vous serrez le couvercle des conditionnements familiaux, sociaux, professionnels, religieux, et la cocotte elle est posée sur le feu du temps qui chauffe, et tôt ou tard, paf, explosion. La violence c'est ça. C'est une difficulté à nommer ce qui se passe en soi à temps pour faire des demandes claires et trouver une façon de médier nos désaccords, de médier nos conflits. Ces compétences sont des compétences d'intérêt public, elles devraient être enseignées dans les classes depuis la maternelle. Alors, vous sortez un documentaire justement, puisque c'est l'anniversaire de ce best-seller, encore une fois, c'est de Gentil, soyez vrai. Alors, c'est un documentaire de 31 minutes qui est accessible sur YouTube gratuitement. Oui. Qui est formidable, hein. C'est lors d'une formation de CNV, hein, de communication non violente, puisque vous êtes expert aussi dans ce domaine-là. Alors, on vous retrouve chez vous, avec des jeunes, des moins jeunes. Il y a aussi Camille, votre fille. Oui. On va regarder un petit extrait que j'ai choisi. Est-ce que vous voulez l'introduire avec quelques mots? Volontiers. J'ai co-créé avec plusieurs amis un réseau, un collectif qui s'appelle Intériorité et Changement Social, avec toutes des personnes qui sont engagées dans des projets de transition, d'économie solidaire, d'économie partagée, et qui souhaitent vraiment apporter du sens à ce qu'ils font. Ils ont souvent acquis de l'expérience dans des business traditionnels. Ils n'ont pas vu le sens, je dirais, collectif de ces business-là, et ils mettent leur savoir-faire et leur savoir-être au service de nouveaux projets. Et ils ont réalisé que c'était difficile de construire un projet avec de la collégialité et non plus la pyramide, en étant davantage dans le partage de la décision, si on ne se connaît pas bien, si on a un ego boursouflé, si on ne sait pas avoir de l'empathie pour l'autre, si le moindre conflit réveille nos blessures intérieures et qu'on explose à la figure des autres. Et donc, ils se sont dit qu'un petit peu de connaissance de soi faciliterait les choses. Et en se rencontrant, on a échangé là-dessus. Et on a commencé, il y a maintenant 5 ans, à une première session avec 30 participants. Et d'année en année, ça grossit. C'est sympa. Puis on vous voit même avec un handpan, un tambour chamanique en train de danser. Ah, c'est le retour du tambour chamanique. Bien sûr, le rythme de la vie. C'est génial. Franchement, c'est 33 minutes qui font du bien. Regardez juste un petit extrait, ça va vous donner envie. La paix, ça s'apprend comme n'importe quelle autre discipline. On sait faire la guerre parce qu'on s'y discipline. Eh bien, on sait faire la paix si on s'y discipline. Qui oserait dire qu'il n'a pas un ayatollah intérieur qui juge, un désespéré qui condamne et tue avec ses pensées et ses mots? L'époque que nous vivons a vraiment besoin qu'on sache retrouver la joie, injecter de la joie, diffuser de la joie. Tu viens faire de la communication non violente en pensant ça va te donner une posture pour l'extérieur. Et puis au final, c'est avec toi-même que tu te retrouves. Tu as des possibilités d'améliorer les choses, pas dans l'action, mais dans l'être. Aujourd'hui, je sais ce qui m'enchante vraiment, c'est ce moment de vérité, de profondeur. C'est une expérience à vivre, il n'y a pas de commentaire à en faire au fond. Alors, créer des climats où l'on chante et l'on enchante, même si les conditions sont rudes, ce sont vos mots, Thomas d'Assembourg. Quelles sont ces personnes qui viennent justement vous voir et comment cela les transforme-t-elle? Ça dure une semaine? Là, c'est une session de 5 jours, effectivement, c'est ce que je propose d'habitude pour que les gens entrent dans un certain climat, oui, bien sûr, une certaine profondeur, en étant éloigné des obligations quotidiennes, et donc on a beaucoup de contact avec la nature. La nature a cet aspect extrêmement bénéfique, elle était là bien avant nous, et en principe, si nous ne la bousillions pas, elle sera là bien après nous. Et donc ça donne une appartenance, tout d'un coup je peux m'appuyer sur quelque chose qui va bien au-delà de moi. Et ça manque beaucoup, on y reviendra certainement, mais les jeunes ne savent plus sur quoi s'appuyer, et parce que beaucoup de jeunes sont hors sol et coupés des cycles et des saisons. Et pour moi, un immense bénéfique de pouvoir retourner dans la terre, à la campagne, moi j'habite à la campagne depuis toujours, j'ai cette chance, eh bien c'est de sentir qu'on appartient à quelque chose de vaste. Alors ça se passe effectivement dans la nature pour cette raison-là. Et il s'agit d'apprendre quelques outils pour connaître la personne que nous sommes. La plupart du temps, nous connaissons un peu le personnage construit par papa, maman, l'éducation, la scolarité, les traditions religieuses, le cas échéant. Et ça, c'est le personnage construit qui souvent nous a sauvé la peau et nous a permis de nous intégrer dans la société. Mais ce qui m'a servi, à un moment, m'a servi, peut me coincer, et peut me museler véritablement. Et donc, beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de réaliser, tiens, merci mon personnage, tu m'as bien servi, maintenant je te remets au vestiaire, parce que la vraie personne sort du théâtre et va vivre sa vraie vie. Et c'est ça qu'on peut apprendre. Alors, on va présenter votre nouvel ouvrage. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Donc ça, c'est son titre et qui nous pose finalement une question essentielle. Quels sont les mots que nous mettons derrière le mot sens et envie
déjà. C'est peut-être la première démarche, non? Bien sûr. Sens, bon, je propose d'avoir trois sens. Il y a le sens au sens de direction, ça va par là. Et nous avons besoin de sentir, ma vie va par là. Ce dont beaucoup de jeunes se plaignent aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est où va ma vie? Quel est le projet? Je fais des études, mais est-ce que j'aurai un travail? Puisque tout risque un peu de s'effondrer, en tout cas provisoirement. Donc le sens au sens de direction. Et puis il y a le sens de signification. Ça signifie quelque chose. Tiens, ça m'inspire. Et puis il y a une troisième proposition qui est, ça fait sens au sens de, c'est sage, c'est juste. Et donc, chacune de mes cellules est mobilisée par ça. Nous avons besoin dans nos vies, parce que nous sommes des êtres de conscience, de trouver une réponse à ces trois questions-là. Et on ne la trouve pas par hasard. On ne la trouve pas par un clic sur l'ordinateur. On la trouve peut-être en lisant des livres qui nous touchent, en nous laissant inspirer par la terre, par la nature, en étant dans l'action sociale, dans le soin des autres. Beaucoup de sens s'éveillent quand on prend soin. Et je crois que c'est une urgence aujourd'hui que de réapprendre à prendre soin, évidemment de soi, mais aussi de notre vie communautaire pour éviter l'isolement et l'enfer me ment, l'enfer me ment. Vous aimez le langage des oiseaux, j'aime beaucoup. Alors vous citez une phrase géniale de Pablo Servigne qui dit « La loi de la jungle, c'est pas du tout ce que l'on croit. La loi de la jungle, c'est l'entraide. » Et d'ailleurs, vous êtes stupéfait de voir que les professeurs, lorsqu'ils arrivent en cours, ne demandent plus en fait finalement aux élèves « Mais est-ce que tout le monde est là ?» Mais pas là, physiquement, là, avec nous, ensemble. Et vous dites que d'ailleurs, c'est le grand malheur de cette société, c'est qu'il n'y a plus de contact humain. Comment expliquez-vous ce fossé abyssal entre les adultes et les jeunes? Parce que, j'entendais des interviews où les jeunes se sentent incompris, pas soutenus, pas entendus. Donc ça veut dire qu'il y a un fossé. Et puis aussi ce fossé abyssal, finalement, entre tout le monde, dans les liens humains. Oui, ce sont des habitudes. J'honore d'abord Pablo Servigne que vous avez cité et Gauthier Chapelle qui ont fait un magnifique livre sur cette autre loi de la jungle qui est l'entraide. On retient la loi de la jungle comme étant l'agression et soi-disant la façon dont les humains ont à vivre et c'est tout à fait épidermique. L'image classique, c'est qu'un lion tue une gazelle pour manger une gazelle. Il ne stocke pas 100 gazelles pour les revendre chèrement après. Donc il y a juste une logique alimentaire. L'agressivité, c'est humain. L'agressivité gratuite et avide. Et donc hommage à Pablo Servigne et à Gauthier Chapelle pour leur bel ouvrage sur l'entraide qui nous rappelle que c'est la nature humaine que d'être empathique, solidaire, partageante et de nourrir du nous, pas du je, me, moi et du tu, te, toi qui divise et qui sépare, dans lequel nous sommes passés maîtres avec le goût et le fait d'être accro à l'affrontement. Il n'y a pas un débat politique dans lequel on n'essaie pas de se séparer, de se rejeter au lieu de chercher qu'est-ce qui nous rassemble. Et donc honneur à son travail de rappeler l'entraide et effectivement le gap que vous avez nommé, la rupture, elle a très à nos éducations. L'éducation est encore basée sur la compétition, être le meilleur. C'est une tragédie que de vouloir être le meilleur. Nous avons besoin de trouver le meilleur de chacun de nous. Soi. Et de soi, évidemment, pour le mettre au monde. Mais ça se fait dans la collaboration, dans le partage, dans l'émulation joyeuse avec les autres. Et notre système éducatif est complètement obsolète pour rencontrer les enjeux de la complexité de demain. Et il est plus que temps de le changer pour recréer du lien social dès l'enfance. Et donc du lien d'appartenance, du lien de nous, justement. Tout commence par l'éducation, finalement. Pour moi, c'est une clé fondamentale. Oui. Alors, vous détaillez dans ce livre plusieurs mécanismes que vous appelez les mécanismes autobloquants. Ce sont des systèmes de pensée que nous avons tous, dans lesquels nous sommes pris, parfois sans même s'en apercevoir, et qui nous enferment dans... encore une fois, une non-connaissance de soi et qui nous amène finalement à une non-évolution individuelle et collective. Alors, comment, et d'ailleurs c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez vous, c'est que chaque démarche de travail personnel est toujours au service du développement social. Est-ce que vous voulez bien nous citer ces 5 mécanismes autobloquants? Alors on y reviendra en seconde partie de l'émission de façon plus détaillée, mais déjà là, si vous pouviez nous faire un petit récap. Un petit récap. Volontiers. Oui, à force d'accompagner les gens, et moi-même, d'abord de m'accompagner moi-même, on est toujours en chemin, à travers les cycles et saisons de l'existence, il m'apparaît que nous sommes souvent piégés dans notre évolution individuelle, mais également collective, par ces 5 pièges. Le premier, c'est la culture, je l'appelle comme ça, la culture du malheur. La capacité à ressasser ce qui ne va pas, à se plaindre de ce qu'on a vécu, à rester attaché à nos blessures d'enfance et à craindre que ces blessures se reproduisent, quitte même à remettre des scénarios en place, c'est très très connu en psychologie, pour que la blessure que l'on connaît bien se reproduise. C'est un grand classique. Nous savons en rajouter une couche. Quand quelqu'un nous agace, nous savons l'agacer en retour. Nous savons pousser sur les boutons qui énervent l'autre. C'est la culture du malheur. Il est plus que temps de lâcher ça
et de créer, de co-créer la culture, si pas de la joie, on n'est pas toujours joyeux tout le temps, mais au moins de la paix intérieure qu'on arrive à porter à travers les difficultés et les intempéries. C'est vraiment un enjeu collectif, créer, co-créer de la culture de la paix. Ensuite, il y a l'habitude des rapports de force, domination, soumission, agression, démission, manipulation, séduction, fuite, bouderie. Ce sont des rapports de force. Et on peut demander aux éditeurs, lorsqu'ils sont en différend avec leur conjoint chéri, avec leur enfant adorable, leur ado adorable. Et, oui, j'aime beaucoup ces jeux de mots encore. Adorable. On n'a pas fini, hein, j'ai l'impression que vous en faites régulièrement. Vous les notez, François, hein? Je note. Eh bien, quand un différend s'installe avec quelqu'un qu'on aime, et aussi avec quelqu'un qu'on n'aime pas, mais qu'est-ce qui circule en nous? Est-ce que c'est une douce empathie pour cet humain que l'on chérit, avec qui on n'est pas d'accord? Est-ce que c'est de la tendresse profonde pour la différence, de l'accueil, de l'altérité? Est-ce que c'est ça qui circule en nous, en sorte de pouvoir écouter l'autre là où il est? La plupart du temps, quand je fais ce propos devant une conférence avec un auditeur, un auditoire ou un amphi, les gens éclatent de rire. On dit, ben non, quand je suis pas d'accord, ce qui circule en moi, c'est de l'adrénaline, c'est un peu d'agitation cardiaque, c'est l'envie de chercher le gourdin de Cro-Magnon pour dire j'ai raison, paf, et d'ailleurs tu as tort, paf. Ça, c'est le réflexe. Pourquoi ça? C'est un conditionnement pavlovien. Nous pourrions très bien nous dire, tiens Karine, on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais comme c'est intéressant, parlez-moi de votre position, je vous écoute. Et je souhaite du respect et de l'écoute pour ma position. Le minimum, c'est que j'en témoigne pour la vôtre. Et on peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Ça nous fait quand même un point commun, notez bien. Et on n'est pas accro à l'harmonie. On peut laisser les désaccords être féconds et les côtoyer. Ça, c'est le deuxième piège. Il est plus qu'urgent que nous créions des rapports de collaboration, d'empathie, de partage. Et ça devrait s'apprendre depuis la maternelle. Quand il y a un différend, on s'écoute. Et on retrouve vraiment des outils très concrets, finalement, dans votre livre aussi pour travailler sur soi. Est-ce que vous pensez d'ailleurs, avant que vous continuiez sur ces 5 mécanismes, qu'avec ce livre, on pourrait se soigner de façon autonome sur ces 5 blessures, enfin ces 5 mécanismes autobloquants? Alors, je n'ai pas cette prétention, mais ça pourrait, et c'est mon souhait, que ça puisse contribuer, parmi d'autres choses évidemment, à nous apporter un éclairage qui nous encourage, parce que le livre est écrit, comme la plupart de mes ouvrages, de façon encourageante et positive, et sans culpabilisation. Nous avons pris des plis par habitude, par téléchargement de l'ambiance de la société, de nos éducations. Nous pouvons nous défaire de ça, nous pouvons diliter ces programmations et nous reprogrammer autrement. On le sait aujourd'hui, hein, on parle de circuits neuronaux, nos esprits ont pris certains circuits par habitude, mais on peut créer de nouvelles voies neuronales. C'est ce qu'on travaille quand on veut quitter une addiction, la cigarette ou l'alcool. On essaie de refaire d'autres circuits dans son cerveau. Et heureusement, le cerveau est extrêmement plastique et se reforme autrement. C'est ce que vous appelez l'hygiène de conscience, mais on verra ça tout à l'heure. Alors, justement, le 3e mécanisme autobloquant. Alors, le 3e mécanisme autobloquant, c'est d'être plutôt dans des relations de méfiance, contraction, fermeture par rapport à la nouveauté, à ce qui arrive de neuf, à ce qui débarque, à l'incertitude, plutôt que d'être dans un mécanisme de confiance, ouverture, expansion. Beaucoup de nos vies sont plutôt au secours. Qu'est-ce qui va arriver? C'est nouveau. Est-ce que les gens qui sont là ne vont pas m'envahir? Est-ce que j'ai encore ma place? Plutôt que se dire, tiens, c'est nouveau, c'est différent, comme c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait ça si ce n'est de nouveau des programmations? C'est les parents qui disent ne cours pas sur le tronc d'arbre parce que tu vas glisser et puis tu vas salir ton pantalon. Comme si on mettait des enfants au monde pour qu'ils gardent un pantalon propre. C'est complètement absurde. Au lieu d'avoir dit tout de suite, évidemment, je t'ai mis au monde pour que tu découvres le monde. Cours sur le tronc d'arbre avec plaisir. Toutefois, il est peut-être un peu glissant. Mais ne cours pas sur la route. Ah, ça, on est d'accord. Ah, ça, on est d'accord. Ah, c'est mignon. Il faut quand même mettre des limites. Des limites, bien quand il y a un enjeu de vraie sécurité. Mais assez souvent, comme pour la boutade du tronc d'arbre, les gens sont pris par des préoccupations accessoire par rapport à l'élan de vie qui a tellement besoin, on le voit aujourd'hui, vous l'avez rappelé, l'élan de vie a tellement besoin d'être en expansion et en ouverture. C'est notre vraie nature. Et tout ce qui bloque, freine, ce qui n'empêche pas de canaliser bien sûr, mais tout ce qui étouffe, ça nous rend extrêmement malheureux et comporte le risque de violence. Effet cocotte minute, je retiens, et tôt ou tard, j'explose. Allez, le dernier, avant qu'on passe à la bulle de François, vous la connaissez pas, vous allez voir, c'est très sympa aujourd'hui. Elle n'explose pas, ma bulle. Non, oui, vous allez voir. Alors, il en reste 2, il y a l'habitude de la séparation, la pensée binaire, soit de ceci, soit de ça, c'est noir ou c'est blanc, c'est extrêmement divisant. Et en communication non violente, on travaille beaucoup à réconcilier. Il y a un potentiel d'énergie extraordinaire quand on trouve la 3e voie qui va rassembler les polarités. Et enfin, la dernière la dernier piège, c'est le fait de se battre contre le temps, au lieu d'en faire un allié. Avec le piège du faire, nous avons appris à faire et à faire de plus en plus, et nous avons oublié d'être.
C'est très beau. Merci Thomas Dassembourg. Vous restez avec nous. De toute façon, on vous garde là pour les 52 minutes. On fait une petite pause et on va buller avec François dans les étoiles. Dans les étoiles. Alors, vous savez qu'il me tardait de voir les images. Ça fait une semaine que je connais votre bulle. Oui. Alors, c'est des ovnis dans la mer? Non. Ah non, ça n'a rien à C'est un voir. ovni dans l'espace. C'est la semaine prochaine dans la mer. Prochaine, je vous c'est parlerai ça, de la mer. d'accord. Mais vous C'est ça. verrez les images aussi. Ma bulle, elle réconcilie tout le monde, Ah Thomas. oui. Vous allez voir. C'est un plongeon, une immersion qui fait du bien. Exactement. Et alors celui-ci, en plus, elle est géniale, cette bulle. Enfin, pas ma bulle, mais si vous voulez, l'information que je vais vous dévoiler, qu'on a lu un petit peu dans la presse, parce qu'elle réconcilie la science et le doute. Et moi, je trouve ça merveilleux quand la science peut douter et se poser des questions qui sont de l'ordre du parascientifique, comme on dirait. Alors, on est en octobre 2017, il n'y a pas très longtemps, quand le télescope Pan-STARRS, qui se situe à Hawaï, observe un objet dans le ciel qu'il baptise Oumuamua. Alors, demandez-moi ce que ça veut dire, parce que j'ai appris le hawaïen, je demande pour vous donner la définition. Ça veut dire éclaireur. Voilà à quoi ressemble cet objet dans le ciel. Alors, On c'est le ce met qu'on plein appelle pot, hein. une vue d'artiste. Il est autour de nous. Donc, le télescope observe ça. C'est un objet qu'on appelle interstellaire. Pourquoi? Parce qu'il vient, d'un autre système planétaire. Qu'on sait, les scientifiques comprennent qu'il vient d'ailleurs, un autre système planétaire. Donc aujourd'hui encore, on étudie sa composition. Par contre, on est sûr d'une chose, il s'agit d'un astéroïde. Bon, jusque-là, rien de mal. Tout va bien. Jusqu'à la semaine dernière, il y a 15 jours, il se passe quelque chose de très particulier il y a 15 jours. 3 ans après la découverte, 4 ans même après la découverte, j'ai complètement perdu mes dates, un astrophysicien très connu, Avi Loeb, qui n'est autre que l'ancien directeur du département d'astrophysique d'Harvard, donc c'est quand même un scientifique reconnu. Il donne une interview à Télérama, l'hebdomadaire qui est lui aussi très reconnu. Et là, il déclare dans Télérama, c'est pas un objet interstellaire. En tout cas, c'est pas celui qu'on imagine. Cet objet, il est certainement envoyé depuis des millions d'années par une civilisation aujourd'hui disparue, qui a envoyé en fait ce qu'on appelait à l'époque une voile solaire pour observer d'autres planètes, dont d'autres systèmes planétaires. C'est fou, Alors on se dit, ça. attendez, qu'est-ce qui se passe? Avi Loeb, un grand astrophysicien, nous dit que cet objet, il provient d'une autre civilisation qui a disparu, qui a envoyé ça pour observer l'univers. Et en fait, il déclare pas ça de façon poétique. Il a des arguments. Il dit, cet objet, en fait, la façon dont il est éclairé par le Soleil, ça fonctionne pas avec un astéroïde. En plus, il a changé sa vitesse, il a changé de direction. Donc pour lui, il a les arguments pour dire, il y a toutes les possibilités que Oumuamua soit une voile solaire, un peu archaïque, mais qui, depuis des millions d'années, a été envoyée par une civilisation disparue. Et c'est quelque chose d'absolument magique, parce que ce scientifique, à un moment donné, il a eu le doute, il sait pourquoi, il l'exprime, et il nous fait douter avec lui. Ah oui, C'est pas fabuleux? c'est super intéressant. Merci Oui. François, c'est C'est passionnant. Oui, c'est grisant, c'est le bon mot. Oumuamua. Oumuamua, voilà, c'est du hawaïen. Pourquoi du hawaïen? Ben parce que le télescope qui a découvert Ah, bien cet objet sûr. est situé à Hawaï. Forcément. Et vous vous rappelez de la signification de Oumuamua? Non. L'éclaireur. Oh, c'est beau. Ah, c'est très beau. Pour éclairer une civilisation aujourd'hui disparue. Merci François. Thomas Dassembourg, en seconde partie, nous allons rester avec vous. Nous allons voir comment soutenir les jeunes, créer un lien avec la nouvelle génération 2021. Vous allez nous partager votre vision de ce contexte actuel, inédit. Nous allons apprendre à nous débarrasser de nos masques aussi. C'est juste après une toute petite pause. On se retrouve après. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien si vous nous rejoignez en première partie. Alors notre invité exceptionnel, un grand humaniste, Thomas Dassembourg, expert en communication non violente, aussi auteur de ce best-seller Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui nous a sensibilisés à de nouvelles manières d'aborder les relations humaines, à nous initier aux bases de la communication non violente. Et là en seconde partie, nous allons apprendre concrètement à nous débarrasser de ces mécanismes autobloquants pour mieux nous connaître et aller aussi vers l'autre, nos amis, nos familles, nos voisins. Nous allons nous intéresser aux jeunes, ces porteurs de flambeaux de la paix. Mais d'abord, là, on va parler on va faire un jeu que vous aimez beaucoup, c'est le test de personnalité. Donc, prenez un crayon, un stylo, puis on va jouer tous ensemble. Vous êtes d'accord, Thomas Dassembourg? Pourquoi pas? Eh bien, c'est le scienti-test qui fait du bien. Il était long, mon lancement.
J'étais un peu longue sur le lancement ou Oui, pas? d'autant que vous avez oublié une attribution de Thomas qui est comique aussi. Parce que depuis le début, vous faites des petites vannes avec adorable, etc. Ouais. Je les note. Ah, Je les c'est bien. ressortirai un peu plus tard dans l'émission. Alors, on joue à quoi aujourd'hui? On joue à un scienti-test. Bon, vous connaissez le test du Rorschach. Je crois que c'est le test de personnalité le plus célèbre au monde. Alors, il est beaucoup moins utilisé en ce moment, mais c'est un test tout à fait sérieux qui a été inventé par le psychiatre suisse Hermann Rorschach en 1921 et qui permettait à l'époque de déceler en fait des problématiques psychiques, donc des adolescents ou même des adultes qui étaient un peu sortis du chemin, soit parce qu'ils souffraient de psychoses diverses et variées, soit de troubles mentaux, etc. Alors moi, j'en ai fait une petite adaptation récréative en 5 planches. Vous connaissez le principe, hein. Il y a des planches, des Oui. dessins. Vous n'allez pas D'accord. dessiner, vous allez juste, comme l'a dit Karine, prendre un stylo et un papier et noter ce que vous voyez sur les planches que je vais vous présenter. Génial, j'ai toujours voulu faire ce jeu. Ce test de Ouais, Rorschach, ouais. parce que Hermann Rorschach, comment il a fait pour déterminer ce test? Il a pris des planches, alors il y en a beaucoup, hein, en réalité le test est très long, il y a des grilles complexes, mais il a présenté des planches à différents types de personnalités et il a noté les réponses. Et il s'est rendu compte que les personnes qui souffraient de troubles mentaux, qui étaient psychotiques, répondaient plutôt le même style de réponse. Oh, j'ai peur. Ça Non. va nous voir des troubles En mentaux. fait, ça va permettre de voir si en ce moment vous êtes dans un bon ou un mauvais mood. C'est surtout ça. Ah, Alors, vous doutez, Karine? Ça va pas en ce moment, parce que vous allez très très bien, vous riez mais tout bien le temps. sûr que je veux Vous riez même aux bien. blagues de Thomas, alors c'est pour dire. C'est dit. Je plaisante. Alors, est-ce que vous voulez le faire avec nous? Oui, pourquoi Oui, pas, allez, bien sûr. on y va. Alors je vais noter pour vous Thomas et je vais noter pour vous Karine. Chez vous, vous avez le papier, le stylo. C'est un test en 5 planches et je vous donnerai la solution juste après. L'idée est très simple. Je vous présente une planche et en 2-3 mots, pas plus, instantanément, vous allez me dire ce que vous voyez. On regarde la première planche. C'est joli, hein? Ah oui, c'est très beau. Qu'est-ce que vous voyez, Karine? Coloré, la Tour Eiffel. Coloré, c'est... Bon, oui, C'est pas la un tour mot? Eiffel. Ok, Oui. la Tour Eiffel, Oui, le printemps d'accord. Thomas, et le passage. passage. Je vois des poumons, et je vois aussi la Tour Eiffel, et je vois de magnifiques crabes sur la plage. Ah, Et, génial. oui, voilà. Et des jonquilles. Et des Des jonquilles, ça que va être c'est assez beau. absolument. Planche numéro 2, vous notez également ce que vous voyez très spontanément en 2-3 mots. Je vois Stendhal. Ah oui, le rouge et le noir. Et référence culturelle. Ah bah vraiment, on se lâche Alors, je complètement. dirais la passion. La passion. Il C'est un objet. y a quelque chose que j'aime pas dedans. J'aime pas la noirceur. Bah, il y a des planches en noir et blanc. Hein, c'est Oui. L'union. l'union. Ouais. Bon. Et vous, Thomas? Moi, je vois 2 petits nains qui se font face et qui jouent. Ah mais comme oui, ça. on dirait de lutin. Et puis, je vois 2 sangliers qui courent, parce que c'est un animal que Mais j'aime beaucoup. oui, mais Ah. carrément. Vous les voyez, les lutins? Mais je les vois là maintenant. Ou des gens qui sont face-face, qui Face-face. jouent, vous savez, avec les mains, là, clap, C'est clap, vrai, clap, clap. c'est vrai. Voilà, 3e planche, on regarde. Et spontanément, Qu'est-ce qui va nous vous arriver voyez quoi? Ah mais Quoi? c'est bizarre. Non, je vais pas vous le dire. C'est sensuel, ce que vous Oui. voyez. Non, Mais est-ce que je bien. veux dire ou pas? Non, je On vois pas dirait des spécialement. trompes de l'appareil Oula. génital. Non, vous trouvez pas? Ça peut. Mais printanier. Pareil génital. Et vous, Thomas? Eh bien, je reste dans l'acide génétique. Je vois un cerf avec ses bois qui sort, qui sort d'un taillis. Je vois la forme orange avec les bois de cerf. Voilà, on a un poète aussi sur le plateau. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Poète. Avant-dernière planche de mon test adapté du Rorschach, la 4. Je vois 2 éléphants, 2 petits Dumbo D'accord. qui sont face à face, comme en miroir, D'accord. Et vous, Thomas? avec les oreilles plus grandes moi, hein, comme Dumbo. je vois les os du bassin et sans doute deux rapaces qui jouent en vol et qui se touchent comme ça. avec Les des os cols. du bassin EAUX, du bassin à poisson, ou les os du bassin les os du corneau? bassin physique. Comme vous aimez bien Ah les jeux oui. de mots. D'accord. Et donc, la dernière planche, Karine. Il y en a encore. Oui, Ok. c'est la dernière. Alors Ah, là, super. je vois le dialogue. Et là, Attendez, et vous voyez le dialogue où? 2 personnes qui se Ah, regardent 2 dans les personnes yeux. qui se Qui regardent. se regardent dans les yeux, le cœur relié l'un et l'autre, comme un papillon d'ailleurs qui prend naissance. C'est joli tout ça. Ouais. Et vous, Et Thomas? vraiment à l'écoute, hein, vous voyez, ils ont le bassin vraiment l'un vers l'autre. Et moi, je vois l'entraide, le fait de porter un fardeau ensemble ou de travailler à une œuvre ensemble. Et je vois aussi la danse, comme s'ils jouaient avec les C'est personnes pour vrai, danser. il y a quelque chose qui virevolte là. Pas mal de personnes voient aussi deux
2 Africaines qui pillent du grain, par exemple. C'est aussi possible. Oui. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va reprendre les planches une par une et je vais vous donner le nombre de points que vous avez en fonction de ce que vous avez vu. C'est des points carrément. Ah, vous avez 0 ou 1. 0 ou 1. D'accord. Et après, on va compter le nombre de points et ça va décrire un petit peu votre personnalité du moment. Alors, la première planche, si on peut la remontrer. Alors, si vous voyez des araignées, des étoiles de mer, des feux d'artifice, des jets de lumière, des insectes comme Karine, la Tour Eiffel, le printemps, ou comme vous, alors je n'arrive même plus à me relire, des crabes et un nouveau... Je n'arrive même plus à me relire. Faudrait pas faire un test de grapho, par contre, chez moi. Tour Eiffel, vous avez vu vous aussi avez dit la Tour Eiffel, etc. Alors tout ça, vous allez noter 1 point. En revanche, si vous avez vu une explosion, des morts déchiquetés, un éclatement, des accidents, là vous notez 0 point. Sur la planche numéro 2, c'est une planche qui renvoie aux angoisses primitives. Ça, c'est assez intéressant. C'est marrant parce que, en fait, si je veux vraiment dire la vérité, ce dessin m'a fait peur. Il vous a fait peur, celui-ci? Alors, si vous voyez des animaux qui se font face, des ours qui dansent, par exemple, des hommes qui se disent bonjour, des petites filles qui jouent, des connotations littéraires comme vous, Stendhal, la passion, l'union ou 2 petits nains, là, vous allez noter 1 point. Si en revanche, derrière, vous avez vu un homme et une femme, la bouche ouverte, on ne sait pas s'il est vivant ou mort, un crachat, une opération, des choses qui renvoient à des corps disloqués, vous notez 0 point. Alors ne plaisantez pas, mais ça fait partie des choses qui sont dites régulièrement aussi. Vous y croyez, Thomas d'Assembourg? Je suis très ouvert, bien sûr, très ouvert. La tâche numéro 3. Alors, cette tâche, vous voyez, avec toutes ces couleurs, elle renvoie aux angoisses face à la pulsion de mort. Incroyable. Oui. Alors, si vous voyez des végétaux, un végétal, des fleurs, des roses, la sensualité, ou comme vous, le printemps des tulipes, le cerf, etc., vous allez noter 1 point. Si en revanche, vous voyez des formes... pas forcément végétales, étonnantes, qui renvoient à l'intérieur du corps. Alors, vous avez vu un appareil génital, Karine? Ah oui. Là, vous notez 0 point. Ah, c'est fou, ça. Et là, c'est pourquoi ça correspond à quoi? C'est des angoisses face à la mort, la disparition et la perte de naître. Incroyable. C'est fou, ça. Ah oui. Alors, la tâche on en parlait à un instant. On en parlait tout à l'heure, pendant la pause. La tâche numéro 4 renvoie à l'angoisse d'abandon, la perte d'objets, comme disait votre ennemi Freud, dont vous ne partagez pas forcément les théories. Alors, si vous voyez un animal volant, des éléphants, des personnes qui lèvent les bras, c'est moi, ça. des morceaux de corps humain, mais d'une personne vivante. Alors, vous avez dit un squelette, un os, etc. Vous notez 1 point. Si en revanche, vous voyez un corps mutilé, un masque de diable, par exemple, un monstre qui fait peur. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le voir, le clown. Le clown qui fait peur, etc. Si vous avez peur face à cette tâche, vous notez 0 point. Et enfin, la dernière tâche, bon, ça c'est la tâche, elle est assez classique, celle-ci c'est l'accès à l'Oedipe. Votre relation à l'Oedipe, comment elle s'est passée, comment elle s'est conclue, etc. Donc si vous voyez des femmes qui pilent du grain, des danseurs, des danseuses, des papillons, là vous allez noter 1 point. En revanche, si vous voyez, alors il y a certaines personnes qui voient ça, ou des cadavres gisant au sol, vous notez 0 point. J'arrive même pas à les voir. Voilà. Bon, alors Thomas, vous avez 5 points. Karine, vous en avez 4. Si vous avez 5 points, tout va bien. Esprit heureux, apaisé. Vous êtes complètement parfait face à toute l'adversité, aux problématiques du quotidien, face aux conflits. Ça, vous êtes complètement apaisé. 3 ou 4, c'est la majorité des personnes. Tout va bien, mais vous avez parfois des petits moments de down et surtout, vous n'avez pas forcément les interactions sociales, vous ne savez pas toujours comment réagir. Si vous êtes dans un conflit très grave, si vous avez l'impression qu'on vous fait du mal ou qu'on vous en veut, parfois ça peut être compliqué. C'est très juste. Si vous êtes entre 0 et 2, eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas forcément Allez votre voir Thomas d'Assembourg. Lisez le livre de Thomas d'Assembourg, parce que parfois, on pense que les gens nous veulent du mal parce qu'on est dans des conflits. C'est pas toujours le cas. Oui, ou écoutez l'émission jusqu'au bout et surtout regardez aussi celle de la semaine prochaine. Voilà. Merci François, c'était passionnant. Hein, alors on va revenir quand même à votre livre. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Car, et je vais citer Catherine Guéguen que vous citez dans votre livre, les jeunes n'écoutent pas ce que vous dites ni ce que vous faites, ils écoutent ce que vous êtes. Et pour sortir de ce mal-être ambiant, vous énumérez 5 mécanismes autobloquants que nous avons énumérés en première partie de l'émission. Alors, je propose qu'on reprenne quelques mécanismes autobloquants et qu'on les décortique un peu plus et savoir aussi comment s'en sortir. Puisque finalement,
le but de ce livre, c'est de pouvoir écouter les jeunes, les soutenir au mieux, hein, puisque tout commence par l'éducation, selon vous, et ça commence par soi, déjà, devenir et transformer notre vie. C'est très intéressant. Et ça pourrait aussi plaire aux jeunes, finalement, hein, parce que les jeunes peuvent déjà travailler dessus. Donc, 5 programmations, 5 pièges dans lesquels on tombe, mais on peut s'en sortir. Alors, un des pièges, c'est celui de la culture du drame. Alors, c'est un peu comme si dans notre inconscient, nous avions imprégné que, ici, on n'est pas là pour rigoler. La vie, c'est une lutte. Hein. C'est vraiment ce petit vaccin anti-bonheur. Je l'ai identifié comme ça dans un premier livre sur le bonheur. Être heureux n'est pas nécessairement confortable. Constater qu'effectivement, nous avons été un peu vaccinés à cette idée que la vie est une dure lutte. On n'est pas là pour rigoler et on est là pour en baver. On se reposera plus tard, s'il y a un plus tard, dans l'au-delà. Et ça nous fait souhaiter le bonheur comme chaque être humain, je crois, et en même temps entretenir des mécanismes d'auto-sabotage que nous ne voyons même pas. C'est un grand classique en psychothérapie que d'aider les personnes à percevoir leurs mécanismes d'auto-sabotage. Et j'en parle moi-même comme étant passé maître en auto-sabotage, 7e dan au moins, si ça existe. Et il m'a fallu du temps pour réaliser que tout ce que j'attribuais aux autres, à la société, à mon éducation, etc., finalement, je l'entretenais sur moi-même. Et donc voilà, une des clés que nous avons, c'est d'observer, suis-je dans la culture du bien-être, de bien-être profond, hein, je ne parle pas de prendre une douche ou de se faire un petit massage, mais un profond bien-être joyeux et contagieux. Suis-je dans cette culture à tenter sur mon fil rouge de m'aligner de plus en plus vers ce qui fait joie, ce qui fait sens, en comprenant ce qui ne fait pas joie, ce qui ne fait pas sens et en écartant ça pour aller de plus en plus vers cet état de bien-être? Suis-je dans cet état ou est-ce que je m'attache à ce qui ne va pas, à ce qui ne va plus, en serinant cette petite phrase, on n'est pas là pour rigoler, donc je suis en train d'en baver, donc je suis dans le bon. La vie est une jungle. La on vie est l'entend une tout le temps, jungle, ça. exactement. Alors que la loi de la jungle, c'est Et ben c'est justement pas d'être le plus fort, l'entraide, c'est on a dit, l'entraide. Voilà, Exactement. dans la première partie de l'émission. Et donc c'est un exercice simple que de régulièrement, j'appelle ça de l'hygiène de conscience. Nous avons C'est ça. beaucoup d'attention à notre hygiène physique et pas depuis très longtemps, hein, à prendre une douche, à se brosser les dents, à se laver. L'hygiène C'est ça buccale la est très récente. déprogrammation, c'est l'hygiène de conscience. Hygiène de conscience. Régulièrement, je m'observe. Est-ce que je suis dans une culture qui va vers la joie et la paix ou est-ce que je m'entretiens dans une culture qui a le goût du drame, l'attachement à ce qui ne va pas? Et dans les familles, c'est essentiel. Est-ce que j'encourage mes proches ou est-ce que je les pointe du doigt pour les condamner ou les culpabiliser? Dans les classes, c'est pareil. Est-ce que je suis aimant, encourageant, chaleureux avec la personne qui est en difficulté et qui a peut-être accumulé plusieurs échecs? Est-ce que je garde un ton bienveillant et encourageant ou est-ce que je condamne? Tellement d'enfants souffrent des tons de voix accusateurs d'enseignants qui croient bien faire en étant punissants. Ça, c'est l'ancien paradigme, c'est l'ancien régime, c'est terminé, on ne fonctionne plus comme ça. D'ailleurs, Thomas Dassembourg, on entend souvent, même à la télé, j'ai entendu la dernière fois quelqu'un qui disait que ça n'a jamais tué un enfant, 1 ou 2 baffes. Vous êtes expert de communication non violente. J'aimerais que vous expliquiez qu'est-ce qui se passe chez l'enfant. C'est vrai que ça fait, bon, on l'a oublié au bout de 2 minutes, parfois ça fait même pas mal. Mais qu'est-ce que ce geste va finalement enclencher et qu'est-ce qui au fil du temps qu'est-ce que va développer l'enfant au fil du temps? Ah oui. Eh ben, je développe tout un chapitre sur ce sujet-là parce qu'on ne va pas forcément l'oublier au bout de 2 minutes. J'ai accompagné des personnes qui, à 50 ans, souffrent encore d'une baffe injuste en étant encore indignées de cet abus de pouvoir. Et l'enjeu de la baffe, du coup, ou de la punition, la plupart du temps abusive, c'est-à-dire pas en correspondance avec la transgression d'une valeur, c'est que l'on perpétue les abus de pouvoir. Si j'ai la force, l'autorité, le poste, je peux abuser. Et l'humiliation, donc. Et l'humiliation. Et donc, l'enfant qui grandit là-dedans, soit reste un soumis, soit devient un rebelle ou un tyran qui reproduit le scénario. Et on est parti à perpétuité, à entretenir des rapports. D'ailleurs, vous dites quelque chose de génial. C'est que si quelqu'un s'est senti mal à la maison. C'est un éducateur de banlieue qui vous a dit ça. C'est une jolie formule, oui. Si à la maison on se battait, là où on se battra, je me sentirai à la maison. Mais si à la maison on chantait, là où on chantera, je me sentirai à la maison. Et voyez donc la puissance qui est en nous adultes de créer des climats où l'on chante et où on s'enchante. Pour que l'enfant grandisse dans un climat où c'est bien d'enchantement dont on parle quand on parle de vivre. On ne peut pas chanter toute la journée. On ne peut pas chanter toute la journée. Encore, on n'est peut-être pas enchanté. On n'est peut-être pas enchanté tout le temps, mais on cherche l'enchantement. Et là, ça rejoint l'enjeu de la culture du malheur. Bien sûr, il y a des tragédies, bien sûr, il y a des difficultés, bien sûr, on s'en prend parfois plein la figure. Toutefois, si nous sommes habités par l'idée, je recherche à travers ça à rester quelqu'un de joyeux, de confiant et d'empathique, eh bien je change le monde. Et c'est ce que je vois autour de moi depuis 25 ans, sinon je n'aurais pas l'énergie que j'ai aujourd'hui. C'est que les gens, quand ils changent leur regard, traversent les difficultés.
Alors, j'aimerais qu'on fasse, je ne sais pas si on aura le temps d'énumérer en tout cas tous ces schémas autobloquants, mais quoi qu'il en soit, tout est dans votre livre. Mais j'aimerais aussi parler j'aimerais connaître votre vision de ce nouveau monde, parce que c'est vrai que c'est un moment assez difficile pour tout le monde, c'est mondial. Donc il y a un mal-être ambiant, les gens se sentent oppressés, comme une cocotte minute prête à exploser. Comment les encouragerez-vous? Vivre, c'est plus qu'une crise, hein, c'est une vraie transition entre deux mondes. Certains parlent d'une transition aussi importante que celle qui a prévalu entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Certains historiens ou prospectivistes, sociologues, je trouve ça vraiment intéressant de se dire oui, c'est pas juste une petite crise, c'est une vraie transition entre deux paradigmes. Et je nous encourage à le voir comme une vraiment opportunité de quitter un vieux monde dont nous ne voulions plus. Nous savons que le système capitaliste, libéral, extractiviste et prédateur abuse de la planète qui est au bout du rouleau. Nous savions qu'il fallait quitter ce système-là. Eh bien, ceci est une véritable invitation à recréer de l'économie renouvelable, de l'économie partagée, de l'argent équitable et à changer le paradigme. Et comme dans toute crise, c'est inquiétant, c'est peut-être même source d'angoisse et nous avons donc besoin de se trouver notre ancrage profond, comme un bateau trouve son lest, sa quille, pour pouvoir traverser l'intempérie. D'où l'importance que chacun apprenne, et je reviens au fait que ça devrait être appris depuis l'école maternelle, à développer ce que j'appelle dans mon travail une intériorité citoyenne. C'est-à-dire une capacité à prendre du recul par rapport aux événements pour ne pas être chahuté par toutes les émotions qui circulent, toutes les nouvelles qui s'agitent, et tous les phénomènes qui apparaissent, ne plus être agité par ça, pouvoir les voir, pouvoir s'adapter, mais sentir qu'il y a un lest en soi profond qui fait qu'on va traverser. La vie est incroyablement résiliente. Et je nous encourage donc à développer cette vie intérieure profonde au service d'une citoyenneté plus responsable. Et alors tous ces jeunes qui nous regardent aussi le dimanche matin et qui, pour beaucoup, souffrent, on leur dit, hein, enfin ils nous disent qu'on leur a volé, que cette situation leur a volé leur jeunesse, leur adolescence. Parfois il reste des jours entiers dans leur chambre, hein, devant l'ordinateur ou la télé. Comment les soutenir? Comment les comprendre? Comment faire avec eux? En échangeant beaucoup, en créant du lien, en retissant du lien. Cette crise a déchiré le tissu social et nous avons besoin de retrouver d'autres façons. Alors on peut peut-être pas se voir en présence, mais on peut se parler, on peut s'écouter, on peut partager des états d'âme, on peut retrouver du nous et sentir qu'effectivement on a un nous solide qui peut traverser l'intempérie et qui peut nourrir suffisamment de discernement pour être un facteur de transition. Je propose de voir cette crise comme un laboratoire, comme un creuset de transition. Mandela a passé 30 ans en prison. Pas comique, hein. Et cependant, quand il arrive au pouvoir, il a un pouvoir de transformation sociopolitique inimaginable, qui n'aurait pas été imaginable quelques années avant. Vous voulez dire qu'en fait, finalement, on peut profiter de cet instant-là pour se renforcer intérieurement? Mais évidemment, Václav Havel a fait la même chose. Il a eu 8 ou 10 années de prison pour pouvoir, lorsqu'il devient président, avoir un charisme suffisant pour rassembler des populations qui s'étaient divisées. Martin Luther King, c'est la même chose. Beaucoup d'années d'épreuves. Gandhi, pareil, d'emprisonnement. Et ces moments de réclusion, de solitude, de désarroi, j'ai cette confiance que dans nos vies, ça n'est pas là par hasard. Ça n'est pas confortable d'entendre ce que je dis là. Mais cependant, si nous voulons bien quand même se dire, tiens, c'est peut-être pas là par hasard. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment est-ce que je peux me fonder dans un bronze profond pour pouvoir apporter ma vision, mon impact? Je pense que là, nous aurions un énorme bénéfice. À titre individuel, quand les gens ont des épreuves, je le sais comme thérapeute pour avoir accompagné tant de personnes dans de grosses épreuves, la perte d'enfants, des divorces compliqués, les deuils, les addictions, les colères, les angoisses suicidaires, etc. Eh bien, quand il y a un moment d'épreuve, la plupart du temps, au moment même c'est impossible de l'entendre comme ça pour la personne qui souffre, mais si elle veut bien traverser l'épreuve, en tirer parti et éclore à une nouvelle façon d'elle, laisser les coquilles d'ego se dissoudre pour que germe profondément et que grandisse ce qu'elle est vraiment, la plupart du temps, quelques années après, elle dit quelle chance que cette épreuve est arrivée, sinon je serais resté dans ma petite cosse. La cosse casse et l'ego éclot et enfin la vraie plante, la vraie vie apparaît. Et donc je pense que collectivement nous pouvons faire ce lien. Cette épreuve collective vient taper sur nos coquilles d'ego en disant éveillez-vous à une autre façon d'être ensemble.
Un grand mal est toujours suivi d'un grand bien, alors finalement, il faut l'utiliser, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut le transformer. Et nous avons ce pouvoir, c'est tout ça que je dis. Et donc ça demande peut-être la plus belle vertu, c'est le courage alors, le courage de se lever dans ces moments-là. Le courage, et de se dresser. Le courage de se dresser, la patience aussi, et en même temps la capacité à percevoir du sens. Il y a un phénomène très nouveau dont je parle dans mon livre, c'est la génération Greta Thunberg. Vous avez des jeunes qui descendent en masse dans la rue pour dire aux adultes, les adultes, s'il vous plaît, arrêtez de rêver. Hein. Plus souriant que Greta, hein, quand même, j'espère. Oui, bien sûr. Elle est formidable, Greta. Non, franchement, vraiment, il faut la soutenir. Elle est jeune. Et si elle est pas si souriante, c'est parce qu'elle sent que c'est justement... c'est tragique. C'est tragique. Et elle a le courage de venir dire aux adultes, s'il vous plaît, soyez responsables, cessez de rêver. Et c'est une vraie inversion. C'est du reverse mentoring, comme on dit en business. C'est les jeunes qui appellent les adultes à être responsables. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et donc, on a vraiment une génération qui est puissante. Et moi, je travaille avec beaucoup de jeunes. Je réalise que beaucoup, vous en avez parlé, réalisent qu'ils ont la force de transformer les choses. Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Un livre qui m'a bouleversant, vraiment, je vous l'ai dit d'ailleurs, j'ai été émue aux larmes en le lisant. Merci beaucoup d'être venu, Thomas d'Assembourg. Vous avez un coup de cœur aujourd'hui. Ah oui, très rapidement. Allez, on y va. Coup de cœur de François. Bon, vous aimez les ovnis, si vous êtes curieux, sceptique ou convaincu, j'avais simplement envie de vous parler d'un documentaire d'un de nos amis, Dominique Filleul. On embrasse, qui est super. Exactement, et son documentaire aussi, ça s'appelle Le Bureau des ovnis. Je vous en parle parce qu'il est disponible sur MyCanal, vous pouvez le voir pendant encore 1 mois et demi, 2 mois. Ça s'appelle Le Bureau des ovnis, il raconte l'histoire et le fonctionnement du GEPAN. C'est un bureau au sein du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, à Toulouse. C'est très sérieux, bureau qui s'intéresse aux ovnis. On a le temps de regarder un petit peu la bande-annonce? Ah oui, on va la regarder. Hein. C'est génial. En tant que Centre national du spatial, nous sommes ouverts à tous les phénomènes. Nous n'avons pas peur de la vérité. Les ovnis sont sur le plateau, c'est-à-dire les soucoupes volantes, les objets volants non identifiés. Je crois pouvoir démontrer devant mes collègues scientifiques que le phénomène ovni est un phénomène physique. Les preuves scientifiques et techniques s'accumulent. Claude Poher, vous êtes un scientifique, vous vous intéressez au phénomène ovni. Le phénomène ovni respecte parfaitement les lois que l'on devrait avoir pour des objets qui traversent véritablement le ciel. Tous les membres de la direction du CNES n'étaient pas enthousiastes sur l'existence même du GEPAN. Je les ai suivis jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière les maisons qui sont là. Monsieur Bounias, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les échantillons de terre? J'ai été le premier surpris. De l'air, l'aviation civile sont demandeurs d'explications sur ces phénomènes. Aujourd'hui, le GEPAN continue d'être reconnu comme quelque chose d'assez unique au monde. Plus j'y ai repensé et plus j'ai eu le sentiment d'avoir vu quelque chose qui n'était pas d'ici. Waouh, j'adore le titre. Vous l'avez vu en plus. Le Bureau des ovnis sur MyCanal. Ah oui, moi je l'ai vu en avant-première, franchement. Un régal. Je le conseille aussi, ouais. Merci infiniment Thomas d'Assembourg d'être venu nous voir. Aujourd'hui, donc je rappelle hein, les 2 titres des livres qu'on a présentés. Donc c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ce best-seller, c'est son anniversaire, bon anniversaire. Merci. Et puis aussi notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes à lire et à relire entre parents. Mais c'est aussi super dans les relations amicales et puis en couple, etc. Ouais. Bref, on termine avec la petite phrase qui fait du bien. Alors, vous tirez une petite phrase au hasard. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyée. Alors, vous pouvez citer son prénom et puis aussi son département. Vous nous la lisez à l'antenne. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos phrases sur les réseaux sociaux du MAC qui fait du bien. Alors, c'est de Marie-Charlotte de Saint-Michel. Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. Phrase de William Arthur Ward. C'est pas de vous? Vous êtes sûr? Je pense pareil en tout cas. C'est de qui? C'est de William Arthur Ward. Et le message est envoyé par Marie-Charlotte de Saint-Michel. De Saint-Michel, j'avais pas entendu. Merci. Alors. Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure façon d'aller de l'avant. Et c'est Paulo Coelho qui a écrit ça. C'est Eric du 69 qui nous l'envoie. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est Nac, bien sûr. Héloïse de Lille que j'embrasse. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. C'est la Saint-Valentin, ça va être une spéciale amour. Je vous en dis pas plus, mais grosse surprise, vous allez voir. Merci. D'ici là, eh bien, faites-vous du bien. Hein, c'est hyper important.
Bien sûr. Prenez soin de Ah, vous. ça passe tellement vite, c'est fou, hein? Oui. J'aurais pu absolument. rester des heures encore à parler.